Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, je reçois Patrice Van Hersel et c'est toujours un plaisir. Nous l'avons déjà reçu 2 fois sur la chaîne Résilience Psy. Aujourd'hui, nous allons parler de son dernier ouvrage que je vous montre, Le soleil est-il conscient? Et dont les sous-titres sont Et les dauphins, et les baobabs, et le cristal, et l'IA, et vous-même. Bonjour Patrice. Bonjour Evelyne. Alors Bonjour. Patrice, tu es journaliste, tu as travaillé à Libération, tu as travaillé au magazine Actuel, tu es l'auteur de nombreux ouvrages et dont des best-sellers comme La Source Noire qui avait d'ailleurs fait l'objet de nos entretiens précédents. Aujourd'hui, tu nous reviens avec un très gros ouvrage qui est une véritable enquête, on peut le dire, qui a commencé avec la source noire. On est un petit peu dans le même fil rouge de cette conscience. Alors, raconte-nous comment ce projet a démarré. Eh bien, écoute, c'est polyfactoriel, ça arrive de plusieurs horizons. Euh, Quelque chose était déjà en route depuis longtemps, comme tu dis, parce que la source noire, ça a presque 40 ans. Et, et c'est vrai que déjà à l'époque, je m'étais rendu compte que je n'enquêtais pas tant que ça sur la frontière entre la vie et la mort, mais plutôt sur la nature de la conscience. Mais j'en avais pas conscience, c'est le cas de le dire. Je ne me rendais pas compte à quel point, en particulier, la question de la nature de la conscience allait devenir, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais euh, allait devenir un sujet, mais très populaire, qui, à notre époque, il ne s'écoule pas de mois sans qu'il y ait un nouveau livre sur la conscience, hein. Et toi-même, ta télé web, elle parle notamment de la conscience. On parle de la conscience un peu partout. Et je me rendais compte que j'étais non pas le dernier de la classe, mais que je ne m'étais jamais concentré sur ce sujet-là. Or, il était partout. Bien entendu, quand j'ai travaillé sur les soins palliatifs et donc les états de conscience des personnes qui sont en train de partir, et sur les expériences de mort imminente, donc sur ceux qu'on a réussi à ranimer et qui rapportent une expérience qui a quelquefois bouleversé leur vie, euh, mais aussi quand j'allais voir, quand j'enquêtais sur des gens qui communiquent avec les animaux, avec, en particulier avec les dauphins, les baleines, ou quand j'enquêtais sur toutes sortes de choses, quand, quand, quand je rencontrais des astronautes qui me parlaient de l'effet que ça fait de voir notre planète de loin. euh, C'était toujours de la conscience. C'était toujours de la conscience, mais je ne m'étais jamais concentré là-dessus. Or, il y a eu plusieurs événements, mais un en particulier qui m'a frappé. Il y a 4 ans, j'ai reçu un article du biologiste britannique Rupert Sheldrake, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je suis les travaux depuis plus de 40 ans, et qui s'appelait Is the Sun Conscious? Le soleil est-il conscient? Et, et- et contrairement à ma première impression, mais je pensais que c'était quasiment une blague. Alors, très vite, je me suis dit, non, c'était un article, tout ce qu'il y a de plus sérieux, publié dans une revue. Alors, j'oublie chaque fois de noter le nom, mais c'est une revue scientifique, à comité de lecture. Euh, et, et alors, je- je- un grand article, hein, 60 pages, où, où il nous apprend des choses sur le soleil, sur la complexité du soleil. Moi, j'étais persuadé que c'était une espèce d'énorme bombe Boule de feu, thermonucléaire, le oui. soleil qui transforme de l'hydrogène en hélium, point barre. Eh bien, non, 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 c'est très, très complexe. Alors, c'est une complexité tout à fait originale, bien sûr, mais ça, le degré de complexité de notre cerveau, de notre cerveau. Et comme tu le sais, l'explication officielle de la conscience,
officielle aujourd'hui, à notre époque scientifique, c'est de dire ben, la conscience, c'est un produit de notre cerveau parce qu'il a atteint un degré de complexité tel que, et puis alors pas de n'importe quelle complexité, d'une complexité non linéaire. C'est très important. Euh, Comme enfin, tu le sais, tout ça très bien, mais par exemple, notre cervelet, qui est très important pour tout un tas de choses dans la catégorie des réflexes, notre cervelet, il est linéaire, c'est-à-dire qu'il est en quelque sorte prévisible, même il est complexe, mais prévisible. Alors que le reste de notre cerveau, il n'est pas prévisible, il est non linéaire, c'est-à-dire que il peut engendrer des boucles que personne ne pourra prédire à l'avance. Eh bien, le Soleil, et ça je l'ai appris, le Soleil, quelque part, a ce degré de complexité non linéaire, au point qu'un grain de lumière, un photon créé au cœur du Soleil, dans le noyau du Soleil, peut mettre jusqu'à 1 million d'années avant d'atteindre la photosphère, c'est-à-dire la surface, c'est-à-dire partir dans l'espace et aller par exemple vers nous. 1 million d'années, c'est dire quelque part le cheminement très très voilà. Et donc Sheldrake, il fait un peu comme les lettres persanes. Il dit si vous pensez que la conscience est un produit de notre cerveau parce qu'il a ce grand degré de complexité non linéaire, eh bien alors le Soleil peut aussi en créer. Alors donc c'est une espèce de joke, mais euh, en même temps, euh, comment dire, il est, il est lui-même convaincu que la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais que notre cerveau a en effet, notre cerveau est extraordinaire. S'il capte quelque chose comme une sorte d'antenne, quelque chose de assez mystérieux, parce que qui a le fin mot sur la question de qu'est-ce que c'est que la conscience? Eh bien, non, personne. Personne ne peut dire. Eh bien, alors, si notre cerveau a un degré de complexité tel qu'il peut capter quelque chose qu'on appelle conscience et à un degré d'une très, très, très grande finesse, eh bien, le Soleil en est capable aussi. Et puis, alors, ensuite, c'est une longue histoire parce qu'en réalité, peut-être que le Soleil se comporte comme un neurone, parce qu'il est relié aux autres étoiles de notre galaxie qui compte à peu près le même nombre d'étoiles que nous avons de neurones dans notre cerveau. Et à ce moment-là, disons que le Soleil pourrait peut-être avoir une sorte de proto-conscience, une conscience très, de la même façon que, je ne sais pas, une cellule de mon foie ou une cellule de mon cœur a une forme de proto-conscience, mais qu'elle délègue à l'ensemble qui auto-organise tout ça et qui est ma personne, mon moi. Et dans ce cas-là, le Soleil serait plutôt comme un neurone d'un ensemble qui serait la galaxie. Et, et, et ce qui dans le cosmos, pourrait avoir une forme de conscience, ça serait à ce moment-là la galaxie, ou plutôt le trou noir qui est au centre de notre galaxie, comme il y a un trou noir au centre de toute galaxie, d'après les astrophysiciens. Bref, tout ça fait que, euh, eh ben, en, en discutant avec celui qui est mon nouvel éditeur, puisque c'est Guy Trédaniel, puisque moi j'ai été chez plusieurs éditeurs, notamment chez Grasset, chez Albin Michel. Là, c'était Guy Trédaniel avec qui on a sympathisé et avec qui on. Et alors, il me dit, raconte-nous, raconte-nous. Et donc, je me suis lancé dans une enquête qui m'a pris environ 2 ans et qui avait deux aspects. Un aspect où je reprenais 40 ans et même plus, 50 ans d'enquête de journaliste que j'ai mené depuis le temps où j'étais à Libé, où j'ai fait les premiers articles écologiques de Libé sur René Dumont. Et d'une part, et d'autre part, je me suis lancé dans une enquête sur des choses que je ne connaissais pas et qui m'ont énormément appris, qui m'ont énormément appris. Là, tout à l'heure, quand on, quand on s'est connecté, tu me disais que tu avais été
par exemple, frappé par ce que l'on peut dire des plantes, de la conscience des plantes, et ben moi aussi, j'en avais vaguement entendu parler, mais très 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 peu. Et, et, enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise dans cette enquête récente par exemple, sur les plantes, par exemple, sur le rapport entre la conscience et la musique, euh, par exemple, sur le fait que les peuples, les peuples anciens, les peuples dont il subsiste encore quelques représentants qu'il faut aider à survivre, qu'on appelle les peuples natifs ou les peuples premiers, euh, les peuples racines, et, et qui disent des choses qui finalement pourraient bien s'avérer pertinents pour nous à l'époque où nous sommes. Mais je devance peut-être tes questions et donc j'arrête là. Oui, mais ça ouvre le sujet. Ah, et c'est vrai que ce que tu viens de dire là, me fait penser aussi à ce que Jérémie Narby dit par rapport à ce qu'il a appris des peuples premiers et de, des, des liens qu'il fait aujourd'hui avec et la spiritualité et la science. Mais donc on va se lancer dans le sujet parce que c'est vrai que ça peut paraître un titre provocateur et oui, comme une blague aussi. En fait, c'est à notre époque que ça semble une blague parce que les peuples premiers, pour eux, c'est tout à fait évident. Si on prend le temps des pharaons, pour eux, le soleil était conscient, c'était même un dieu. Chez nous, quand est-ce que ça a commencé? Tu parles dans ton livre de la post-culture qui a amené énormément la conscience sur le devant de la scène. Est-ce que tu peux nous brosser les grandes lignes de ça? Mais moi, je trouve que nous vivons une double révolution, que nous vivons une double révolution, une révolution qui vient du haut, et donc j'utilise l'expression anglaise top-down, elle vient du haut, et une expression et une révolution qui vient de la base et qui est bottom-up. Le top-down, ça ne t'étonnera pas, C'est la physique quantique. ça part de quelque chose de très très complexe en réalité, même si on en parle aujourd'hui un peu à tout bout de champ. La physique quantique, quoi, c'est une révolution qui a démarré il y a un bon siècle déjà et qui remet en cause beaucoup de choses sur nos certitudes modernes. Alors modernes au sens large, c'est-à-dire nos certitudes depuis Aristote, on pourrait dire. Depuis Aristote, puisque ce que les physiciens quantiques ont découvert, et je dois dire que je suis très admiratif, parce que quand tu penses qu'ils ont découvert tout ça au départ, presque de façon théorique, le, le, les, aujourd'hui, on a des technologies fantastiques alors, qui permettent de vérifier ce que disaient les physiciens de la mécanique quantique de l'école de Copenhague en particulier dans les années 20-30 du siècle dernier, mais aussi de créer des technologies nouvelles, puisque sans les découvertes de la mécanique quantique, on n'aurait pas, bah là par exemple, on ne pourrait pas communiquer comme ça, comme nous le faisons à distance, par Internet. Tout ça, ça a été permis. Mais euh, euh, les paradoxes extraordinaires sur lesquels ces gens-là sont tombés et qui ont été vérifiés remettent en cause donc énormément de choses, ne serait-ce que ce postulat aristotélicien qui fait que un objet ne peut pas être ici et ailleurs en même temps. Euh, Or, si certains objets peuvent être ici en même temps, ici et ailleurs en même temps, mais en fait, ce ne sont pas vraiment des objets, ce sont plutôt des ondes, et ce sont des probabilités d'ondes. Et donc, le monde a commencé à vaciller un peu dans ses certitudes modernes euh, il y a un siècle. Et puis, ça a mis un moment avant de descendre peu à peu, euh, alors, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des jours où j'ai presque l'impression que ça va trop loin parce que euh,
euh, je sais que quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ça, parce que j'étais allé interviewer en particulier un grand, un grand de la mécanique quantique qui est, on pourrait dire, deuxième génération. David Bohm, c'est quelqu'un qui est mort, il est mort en 1993, 93, et, euh, et donc c'était déjà deuxième génération, mais on peut dire que c'était un grand. Et à l'époque, ça me passionnait complètement, et j'a- j'avais rencontré différents physiciens qui me disaient, attention, on parle de l'infiniment petit, on parle de l'infiniment petit, mais il serait il, il n'est pas possible d'extrapoler ces découvertes que nous faisons sur l'infiniment petit à une échelle plus grande, à une échelle macro, euh, ce qui s'est avéré finalement inexact. Parce que dans deux domaines, par exemple, en biologie végétale, ce que me disent les chercheurs que j'ai rencontrés me disent, on ne pourrait pas expliquer la photosynthèse. La photosynthèse qui est quand même ce grâce à quoi nous autres terriens, nous captons l'énergie solaire, et comme ça, c'est comme ça que tout le cycle de la vie démarre. Eh ben, on ne pourrait pas l'expliquer si on n'extrapolait pas justement les lois quantiques à quelque chose de macro-moléculaire. Et il semblerait qu'il y ait la même constatation, par exemple, en matière d'odorat, pour expliquer comment nous prenons conscience d'une odeur. Les parfumeurs ont besoin des explications quantiques. Enfin bon, bref, il y a toutes sortes de... À partir des années, je dirais quoi, les années, ben là aussi, les années 90, les années 90, on a vu des gens comme le médecin américain Deepak Chopra dire, eh bien, on peut, grâce à ces découvertes de la mécanique quantique, on peut imaginer, ben d'abord, d'expliquer, par exemple, énormément de choses du psychosomatique, comment par nos états émotionnels et mentaux, nous pouvons agir sur notre soma, sur notre corps, sur notre biologie, et, et on peut en tirer des leçons, alors que Deepak Chopra, par exemple, il est américano-indien, donc il disait des choses que la médecine ayurvédique de l'Inde connaissait, mais que, bah, comme souvent, les modernes, ils éprouvent le besoin de faire un grand chemin scientifique pour démontrer mathématiquement ce que d'autres cultures ont su, mais c'est pas négatif, c'est tout à fait positif. Et donc aujourd'hui, comme tu le sais, on a toutes sortes d'applications quantiques ou supposées quantiques. Quelquefois, j'ai tendance à être un petit peu ironique en disant on va faire le film Les bronzés font du quantique, parce que Ah, tout est devenu quantique. Là, notre conversation, elle est quantique. Le, le- la tasse de thé que je vais boire tout à l'heure, elle est quantique. Enfin, tout est quantique, ce qui est pas forcément faux en soi, puisque effectivement, parfois, si ça va un petit peu loin, hein. Moi, toi, tu parles des bronzés. Moi, c'était plutôt Martine. Tu vois, Martine à la plage, Martine à la ferme, Martine fait du cantique. oui, oui, ça devient un mot, bah, tout simplement parce que ça fait vendre. Euh, c- Ce qui est explicable, je pense qu'au 18e, à l'époque de Mesmer et de son Bach, on aurait dit magnétique. Magnétique, tout était magnétique. Et puis après, tout devient électrique. Et puis aujourd'hui, tout est quantique. Ce qui n'est pas faux, mais quelquefois, fait prendre des vessies pour des lanternes. Alors, ça, c'est une chose. Alors, c'est cette révolution qui est partie de réflexions très complexes avec une mathématique. Moi, je ne suis pas mathématicien, mais euh, je crois savoir que les équations de la mécanique quantique sont très, Complexe. très complexes. Et, et, et ça, c'est donc cette révolution, c'est celle qui fait descendre cette complexité jusqu'à un niveau ben, quasiment populaire, qui fait que je peux effectivement mettre en application la chose dans ma vie courante. Et puis la révolution
bottom-up, celle moi, qui a été beaucoup plus la mienne, puisque ça part de la constatation d'un tas de phénomènes bizarres, pas explicables, et qui au départ sont sérieusement chahutés et moqués par l'intelligentsia. Par exemple, les expériences de mort imminente. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser, je dois dire, non pas par hasard, mais presque à reculons. Moi, j'aurais été complètement sceptique sur les expériences de mort imminente. Mais enfin, ça, on peut en parler. On en a déjà parlé tous les deux. Euh, Et je mais il suis se... dans la même voie que toi, hein. Moi, j'ai aussi un petit peu été poussée. J'étais pas du tout versée dans ce genre euh, de Oui, matière auparavant, hein. oui, oui, moi, je suis allé faire ma première enquête aux États-Unis parce que j'étais persuadé euh, que ça y est, qu'on avait trouvé l'explication des Oui, et au expériences niveau de mort électrique du imminente, cerveau, tu étais que purement c'était, matérialiste, quoi. que c'était, et j'étais passionné d'avance, euh, parce que je voulais savoir quels étaient les neurotransmetteurs qui étaient en jeu, comment les chercheurs avaient réussi à trouver quelle partie du cerveau ou partie, quelle, euh, quelle partie de ce réseau extraordinaire euh, avec ces milliards de synapses où l'électricité se transforme en produits chimiques qui ressemblent étonnamment à nos drogues. Quelle drogue était en jeu, comment, etc. Et puis je suis tombé de haut parce qu'en réalité, les chercheurs qui avaient fait parler de ça n'avaient en réalité jamais fait la moindre recherche et, et s'exprimaient d'une façon purement idéologique, parce qu'ils étaient persuadés qu'il y avait danger sur la science, qu'il y avait danger d'obscurantisme. Danger d'obscurantisme. Et, et c'est eux, curieusement, ce sont des matérialistes sceptiques, mais qui n'avaient pas fait de recherche, donc qui étaient quand même quelque part pas très sérieux. Euh, Pas sérieux du tout, même, parce qu'on ne peut pas annoncer des choses de façon en science, de façon purement idéologique, sans avoir fait la moindre expérience. Et c'est eux qui m'ont poussé à aller voir ceux qu'ils appelaient obscurantistes, à commencer par Elisabeth Kubler-Ross, qui, pour moi, a été une femme extraordinaire et que j'ai mis Oui. longtemps à attraper parce qu'elle était très, très demandée. Et Et donc, qui a joué ça, un rôle important après pour toi dans ta vie et dans ta carrière. oui, 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 Elisabeth, complètement, complètement. Et donc, euh, voilà des recherches comme celles qu'on peut mener, comme je te disais, des gens qui communiquent avec des animaux, par exemple, c'était par exemple des musiciens qui jouaient avec des orques. Euh, bon, ben, ça, c'était pas reconnu officiellement, ça voulait quelque part rien dire. C'était peu à peu, ces différentes recherches, eh bien, elles sont tellement frappantes et elles se reproduisent à un rythme tellement dense, fréquent, que, euh, eh bien, que peu à peu, le système, si je peux m'exprimer ainsi, nos universités sont obligées d'en tenir compte, ne peuvent pas éternellement les repousser et se mettre à les étudier. Et euh, il y a 3 4 ans, euh, j'avais aidé une psychiatre qui s'appelle Laurence Lucas-Cali à, à lancer son association Conscience sans frontières Mhm, mm, par une série de conférences qui était présidée par quelqu'un quand j'ai sorti La Source Noire, m'avait blackballé gentiment, mais fermement, qui s'appelle Stephen Lorace, et qui était un éminent chercheur de l'université de Liège, que tu connais forcément. bien sûr, oui. Euh, et Steven, j'étais stupéfait de découvrir qu'il était OK pour présider une série de conférences sur l'expérience de mort imminente. Donc, et avec des gens comme Étienne Klein ou Axel Kahn qui vivaient encore, ou, ou comment s'appelle-t-il, Amin Benyamina, spécialiste des psychédéliques, puisque les psychédéliques reviennent euh,
reviennent dans les traitements possibles aussi bien en psychiatrie qu'en accompagnement des personnes en fin de vie. Enfin Et bon, on a bref, quelques vidéos hein, sur Résilience Psy, sur les psychédéliques. sur les Donc, pour ceux psychédéliques. qui sont Et donc, intéressés, peuvent aller voir, il y a une playlist sur les psychédéliques. et j'étais donc étonné, mais agréablement surpris de voir que une partie des grands chercheurs, euh, finalement, euh, étaient descendus de leur piédestal, étaient descendus de leur certitude en s'alignant, on pourrait dire, grosso modo, sur le propos d'un philosophe des sciences qui s'appelle Michel Bitbol, Mhm. Michel Bitbol, qui, Et qui dit euh, qu'il vaut mieux s'intéresser à la phénoménologie, c'est-à-dire un oui, phénomène tel qu'il se produise, plutôt que d'essayer de créer des hypothèses sur de quoi ça vient et d'où ça vient. Même si je trouve que c'est intéressant aussi, mais par rapport à la science, je pense qu'effectivement, aborder par la phénoménologie de ce qui se passe pour les personnes, c'est intéressant et c'est plus acceptable. oui, c'est-à-dire qu'il y a il ne prétend pas expliquer, et il dit, mais commençons par écouter, et écouter, il s'agit de personnes humaines dont la vie a été bouleversée, par exemple, quand on parle des expériences de mort imminente, ou il y aurait d'autres expériences, comme par exemple la lucidité terminale, Tout une à fait. personne qui est en train de s'éteindre et qui tout d'un coup, et je l'ai vécu quelquefois moi-même avec enfin, je veux dire des proches qui tout d'un coup avaient une bouffée comme ça, au dernier moment, une bouffée de lucidité étonnante, étonnante, parce qu'ils étaient presque dans le coma, et tout d'un coup, une bouffée de lucidité, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il y a une chose qu'il faut quand même préciser, c'est que euh, la grande différence qu'il y a peut-être entre les Occidentaux et les Orientaux, enfin, ou en tous les cas, entre les matérialistes et ceux qui admettent qu'il y a autre chose de possible, qu'on pourrait appeler spiritualité, ou autrement, c'est que les, les matérialistes, mes amis matérialistes me disent, c'est très intéressant d'étudier les états de conscience. Il y a toutes sortes d'états de conscience. Et pourquoi pas imaginer que les animaux ont effectivement, contrairement à ce que pensait cet incroyable Descartes, qui s'imaginait que les animaux étaient des robots, euh, il peut y avoir des états de conscience dans toutes sortes d'êtres vivants. Bien entendu, chez l'humain, abondamment, mais pourquoi pas dans les plantes, parce que les plantes font preuve de comportements stupéfiants à cet égard. Ce sont des états de conscience. Mais la conscience en soi, ça n'existe pas. Ça, c'est le point de vue matérialiste. Il n'y a pas la conscience, il y a des états de conscience. Alors que bah, finalement, beaucoup plus en Orient, en Inde, dans l'ancienne civilisation chinoise, euh, eh bien, la conscience, c'est tout simplement le fond du réel. C'est le fond du réel. Et bien sûr que les croyants des différentes religions aussi, d'une certaine façon, que la conscience. Et c'est pour ça que moi, dans mon enquête, en m'apercevant en particulier tout au long, mais ça on peut peut-être en reparler, euh, que chaque fois je rebondissais sur des aspects musicaux auxquels je ne m'étais pas attendu, pas forcément. Et bien sûr, oui, la musique, enfin, euh, et que quand Peut-être j'allais. parler de ça, que ce serait intéressant que tu nous parles de la musique des plantes. Bon, déjà, moi, ce qui m'avait interpellée quand c'est l'expérience que tu rapportes d'une plante qui crie quand elle voit un poisson rouge être ébouillanté. Alors, quand on dit crier, comme tu le dis dans ton livre, c'est quand elle commence à engager des processus de cicatrisation, mais finalement, pour une blessure, enfin, pour un dommage qui ne la concerne pas elle, mais qui concerne un poisson, ça m'avait stupéfié. Et puis, tu parles beaucoup des plantes, des expériences de Joël, rappelle-moi son nom, C'est Jean Télémaire. et Frédéric Toby. Ah oui, Toby, Jean et ok. Frédéric Toby, et qui travaillent.
qui sont pépiniéristes et musiciens et qui travaillent en particulier sur la lancée de ce que Joël Sternheimer Oui, c'est ça que je voulais a- dire, oui. avait découvert. euh, Joël Sternheimer, est, qui est mort à 80 ans, je crois, le 31 décembre 2023. Donc, il n'est plus là. Et moi, je trouve qu'il mériterait le prix Nobel, cet homme-là. Il mériterait le prix Nobel. Oui, donc, Alors effectivement, ça. raconte-nous ça, la musique des plantes. Les plantes peuvent-elles faire de la musique? Comment peut-on entendre la musique des plantes? Et est-ce que ça a un effet, est-ce que ça a un impact, notamment sur notre santé ou sur celle des animaux? Je crois que tu as beaucoup de choses à raconter là-dessus. Et je trouve ça tellement passionnant que je voudrais que tu nous racontes ça. Alors, comme beaucoup de gens et comme toi, sans doute, j'avais entendu dire que les plantes aimaient certaines musiques, pas toutes, qu'elles aimaient Mozart, par exemple, mais qu'elles n'aimaient pas trop le rock and roll. Tout simplement, enfin que ça avait été vérifié, aussi bien en Occident qu'en Inde d'ailleurs. Il y avait des grandes expériences d'un chercheur qui s'appelait Bose et qui disait qu'en arrosant un champ de riz avec certains ragas, certaines musiques indiennes, eh bien la récolte serait meilleure. Mais j'en savais vraiment pas plus. Et, et donc, ça m'est venu là aussi de plusieurs horizons à la fois. euh, alors, Joël Steinheimer, c'est quelqu'un dont des gens de mon âge avaient forcément entendu parler parce que après 68, après mai 68, il a, il a eu une courte carrière de musicien provocateur, hein. Il avait les cheveux très 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 longs. Il se faisait appeler Évariste. Et, et les plateaux télé l'aimaient bien parce qu'il il provoquait, il mettait la révolution de mai 68 en équation. Il disait, enfin bon, bref. Et en réalité, ce qu'on ne savait pas forcément, c'est que c'était un physicien de haut niveau. C'était un élève de Louis de Broglie, donc un grand aussi de la mécanique quantique, et euh, qui, au départ, de façon, on pourrait dire, tu sais, d'une façon, par coïncidence, on appelle ça la sérendipité. Il, il faisait, il travaillait sur les particules élémentaires, c'est-à-dire des entités physiques plus petites que les atomes. Et euh, à l'époque, à son époque, on en connaissait quelques dizaines. Aujourd'hui, c'est plutôt quelques centaines des particules élémentaires. Il y en a de toutes sortes. Euh, mais par exemple, un électron, un électron, ça peut être considéré comme une particule élémentaire, mais il y en a des beaucoup plus petites, des quarks, des muons, des gluons, enfin, il y en a toutes ça. Et lui, il travaillait là-dessus, et comme il était musicien, et qu'il savait pertinemment que ces particules étaient, en fait, elles pouvaient être vues sous l'angle des particules, mais elles pouvaient aussi être vues sous l'angle des ondes. Et, et, et comme la musique est fondamentalement ondulatoire, il avait cherché à traduire, et il avait réussi surtout, il avait réussi à transcoder les vibrations des particules élémentaires en, en les diminuant énormément, parce que ce sont des fréquences qui sont plus qu'inaudibles, elles sont très, très, très. Il fallait qu'il descende de 64 octaves au moins pour arriver à quelque chose d'audible. S'il branchait ce qu'il avait réussi à attraper dans ses machines sur un synthétiseur de musique. Et il obtenait des sons, mais des sons pas forcément très beaux, enfin, de toutes sortes de sons. Et pendant des années, il s'est contenté de ça. C'était une espèce de dingue. Euh, enfin, à l'époque, on le prenait pour un dingue. Et puis, voilà que par hasard, il est poussé à mener cette recherche à un niveau non plus des particules élémentaires, mais des molécules. Donc, molécules par rapport à une particule élémentaire, c'est quelque chose de gigantesque. Et, et donc, il pousse l'expérience plus loin et il décrypte, il arrive à transcoder la vibration que fait
Alors, on va essayer d'accélérer un peu. Que fait un- une protéine en train de se constituer? Une protéine, c'est fait de plusieurs acides aminés. Quand, quand, un- quand ces acides aminés se combinent les uns aux autres pour faire une protéine, eh bien, ça, évidemment, ça fait aussi ça a des fréquences qu'il arrive à capter et il traduit. Et là, cette fois-ci, ce sont des musiques qui sont plus qu'audibles. C'est même harmonieux. C'est même harmonieux. Et alors, il se trouve que lui, il est malade parce qu'il a trop pété sur les barricades et il a été à l'université de Jussieu où il y avait trop d'amiante. Et donc, il a les poumons malades. Et il se soigne avec un médicament qui est à base d'une protéine, dont je ne te dirai pas le nom, mais il y a une protéine qui soigne les poumons. Et il décrypte les vibrations de cette protéine en musique qu'il arrange. Alors chaque fois, il faut arranger parce que c'est des vibrations qui sont pas forcément harmonieuses à nos oreilles. Alors il légalise, enfin, il joue un rôle d'adaptateur en quelque sorte de ces musiques de base. Et il découvre cette chose incroyable, c'est qu'en écoutant la musique de la protéine, eh bien, ça suffit pour le soigner. Et il va refaire la chose, en particulier avec l'hémoglobine. Ça, c'est très, très frappant parce que l'hémoglobine, c'est une protéine essentielle dans le sang, bien sûr. Et, et- et il arrive à soigner des gens. Et alors, le hasard fait que c'est à l'époque où il y a un scandale en France qui s'appelle le scandale du sang contaminé. Mhm. Et Avec le le sida, sang contaminé par le virus du virus sida. VIH, oui. Et donc, il va soigner des gens. Et donc, pendant un moment, on est en manque de sang. On est en manque de sang et il va soigner des gens en leur faisant écouter la musique de la protéine, d'hémoglobine. Et donc là, ça ouvre un champ immense, mais qui lui est tout de suite interdit, parce que tu le sais mieux que moi, en matière de médecine humaine, Exercice tout ce qui illégal. est, oui, exercice illégal de la médecine, et tout ce qui n'est pas officiellement autorisé est interdit. Tout ce qui n'est pas officiellement. Or, utiliser de la musique de protéines pour soigner des gens gravement malades, c'est donc, ça n'est pas autorisé, donc c'est interdit. Et donc, les rencontres qu'il va faire vont l'inciter finalement à travailler dans un domaine où là, c'est permis, et c'est l'agronomie, c'est l'agriculture, et il va se mettre à, euh, à soit favoriser, soit inhiber la constitution de protéines essentielles aux végétaux. Et par exemple, c'est comme ça qu'il va réussir à faire pousser des tomates avec 10 fois moins d'eau, parce que il va jouer sur la protéine. Alors, il y a différentes protéines qui sont en jeu. Ça peut être aussi bien la protéine qui protège de la chaleur que la protéine qui permet l'assimilation de l'eau. Et incroyable, mais vrai, il obtient des résultats formidables. Alors au début, c'était en Suisse, mais après, ils le font au Sénégal, où là, ça intéresserait beaucoup des gens. Et, et le résultat, alors on pourrait se dire, bah alors, donc, c'était quand ça? Bah, c'était dans les années 80. Là aussi, années 90, dans les années 90. Donc, on pourrait se dire, bah alors, donc, ça a dû révolutionner enfin, toute une partie de l'agronomie. Ben non, non, parce que ben chaque fois c'est la même chose. Ils tombent sur des chercheurs passionnés, hein, enthousiastes, qui disent mais c'est formidable et tout. Et puis automatiquement, on arrive à un moment où il faut refaire des expériences, il faut financer des recherches. Et là, financer des recherches aussi farfelues, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il va finalement monter sa propre boîte avec plusieurs alliés, euh, dont un qui s'appelle Michel Duhamel. Et ils vont monter une boîte, ils vont monter une entreprise qui va diffuser ça. Et alors aujourd'hui, alors ceux que- qui donnent une conférence, alors je peux conseiller à tes auditeurs ou tes spectateurs d'aller voir, de taper.
Jean et, Jean Toby, Jean et Frédéric, sa femme, Toby, Thoby, sur YouTube. Il y a des conférences très, très, très intéressantes. Moi, j'avais suivi la première grâce à un endroit à Paris qui s'appelle l'Observatoire du réel. Mhm. Euh, et alors là, ce qu'ils font, eux, dans leur pépinière de Gaujac, dans les Landes, au sud de Bordeaux, c'est tout à fait incroyable. Alors, c'est tout à fait incroyable. Alors, effectivement, ils te font écouter, ils font, ils ont branché leur machine sur toutes sortes de plantes et ils traduisent leur activité électrique en musique. Alors, est-ce que les plantes jouent de la musique? Nous, nous appelons ça de la musique. Elles, elles ont une activité. Quand nous les traduisons avec nos machines, eh bien, ce sont des musiques qui sont très harmonieuses, qui sont étonnantes, qui sont même envoûtantes, je dirais. Euh, euh, une des choses. Alors, eux, ce sont Jean et Frédéric qui se sont auto-baptisés musiniéristes. C'est musiciens et pépiniéristes. Et ils racontent des tas d'histoires tout à fait dingues. L'une d'elles, c'était qu'ils ont fait écouter la musique, une musique à des musicologues et à des spécialistes qui leur ont dit, mais c'est quoi? C'est très étonnant, c'est une musique qui mélange à la fois, c'est un peu du Bach, mais il y a aussi il y a aussi de la musique concrète dedans, c'est un mélange très étonnant. Qui a écrit cette musique? Et ils ont répondu un géranium. Un géranium parce que c'est exactement la musique qu'on obtient quand on transfère les activités électriques du géranium en musique. Alors, euh, est-ce que pour la plante, c'est une musique? Quelque part, oui, parce que avec un synthétiseur, tu peux fabriquer, selon le bouton sur lequel tu appuies, ça va donner une musique de trompette ou de harpe ou de piano. Et, et par exemple, si la trompette, elles aiment moins que si tu traduis ça en harpe. Elles préfèrent la musique de la harpe à la musique de la trompette. Et éventuellement, si ça ne lui plaît pas du tout, elle va pratiquement éteindre son activité. Et ça rejoint l'expérience dont tu parlais tout à l'heure, qui était une expérience qui avait été menée par un personnage de roman incroyable, un agent de la CIA qui s'appelait Baxter et qui avait au début, pour plaisanter, branché un détecteur de mensonges sur une plante, et il s'était aperçu que le détecteur de mensonges, qui est un machin qu'on utilise pour interroger les gens, et pourquoi on appelle ça détecteur de mensonges, c'est que si la personne qui ment, sauf si c'est un très grand professionnel, au moment où elle ment, elle ne peut pas contrôler certaines émotions, donc certaines activités électriques. Et donc, on va voir sur le cadran du détecteur, on va voir l'aiguille qui bouge. Et donc, si l'aiguille bouge, c'est peut-être que la personne est en train de mentir. Et ça, lui, il l'avait branché sur une plante et il s'était aperçu que la plante réagissait à des tas de choses. Donc, comme ses collègues se sont moqués de lui, il a tenu à le faire scientifiquement et il a fait l'expérience dont tu parlais, qui était, qui était un peu dingue, c'est-à-dire on, on branchait alors là, c'était plus un détecteur de mensonges, mais on branchait un appareil qui mesure l'activité électrique et qui la transforme par exemple, en son, on pourrait la transformer en des tas de choses, mais le son, c'est le plus pratique. Et puis dans une chambre, dans une pièce voisine, mais coupée, euh, on fait subir une horrible torture à un petit poisson qui va tomber dans de l'eau bouillante à un moment aléatoire choisi par l'ordinateur. Et effectivement, au moment où le poisson tombe dans l'eau bouillante et évidemment tué net, à ce moment-là, la plante pousse un cri, enfin, et comme tu le mentionnais, nous disons un cri. Ce qui est sûr, c'est qu'elle perçoit quelque chose. Si un être vivant, même dans une pièce voisine,
subit le sort de ce malheureux poisson, elle le ressent et elle l'exprime. Elle l'exprime. Et ça, il y a des recherches innombrables actuellement. Quelquefois, on se fait du souci pour les générations qui viennent. Moi, je vois mes enfants, mes petits-enfants, je me fais du souci, bien sûr, mais il y a des boulevards de recherche extraordinaires qui s'ouvrent devant eux. Et en France, alors en France, des gens qui ont mis en application les idées de Joël Sternheimer, euh, et, souvent grâce à Jean et Frédéric Tauby, ce sont les viticulteurs. Ce sont des viticulteurs qui s'avèrent être, je ne sais pas exactement pour quelle raison, une des professions les plus ouvertes à des expériences inédites. Alors je sais que les viticulteurs, par exemple, ils sont ouverts à certaines idées de Rudolf Steiner, de la biodynamie, tout ça. Mais là, c'est tout à fait autre chose. Là, il s'agit de remplacer des produits, des intrants Médicaux, oui, chimiques oui. par de la musique. Et et ça marche. C'est des viticulteurs et aussi des primeurs. Et là aussi, si vous faites sur Internet recherche musique des plantes, alors d'abord, on peut écouter toutes sortes de musiques de plantes et s'apercevoir que c'est très très beau, c'est varié, il y a des points communs, c'est très coulant, c'est très, mais un mélange de sauts électriques et d'ondulations très douces. C'est très très beau. Eh bien, des viticulteurs, mais aussi des primeurs. Là, je vois sur une des vidéos, je ne les ai pas rencontrés personnellement, mais il y a une vidéo très belle, tout simplement de la télévision FR3 Pays de Loire. FR3 Pays de Loire diffuse euh, plusieurs interviews de gens. On voit le plus gros fabricant d'endives. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça en Belgique. Chicon, Voilà. Euh, il en produit 700 tonnes par an, c'est quand même considérable. Donc c'est une grosse entreprise. Et eh bien, ils ont remplacé les engrais aussi bien que les produits insecticides, fongicides, etc., par des musiques. Alors pourquoi ils font ça? En général, c'est que l'exploitant est tombé malade tellement parce on utilise jusqu'à une trentaine de produits chimiques aujourd'hui pour faire tourner la machine. 30 produits chimiques remplacés par... Et alors, quel rapport avec la conscience? Quel rapport avec la conscience? Alors, il y a une expérience que je raconte que tu te rappelles peut-être, qui est racontée là par Jean Tauby. Euh, c'est que c'est l'expérience, tu sais, avec les chevaux. oui, Jean les Tauby, fougères. Jean Tauby, Jean Tauby dit une chose que eux ont constaté, c'est que euh, donc quand on veut soit stimuler, soit inhiber la production de protéines, on peut le faire avec des musiques, mais des musiques très sophistiquées. Il a fallu décoder la façon dont la protéine se constitue, transcoder ça en un langage informatique qu'ensuite qu'on va traduire en musique. Bon, ça marche soit dans un sens, soit dans l'autre, soit pour stimuler la protection de la tomate, ou dans le cas de la vigne, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais soit pour inhiber, alors ça pour la vigne, c'est sûr, pour inhiber le champignon qui bouffe le pied de vigne. Donc on protège la vigne contre les champignons en diffusant ces musiques. Et euh, ce que nous disent les Toby, c'est que à force d'expérimenter tout ça, ils se sont aperçus que plus la musique, pardon, plus la plante est ancienne dans l'échelle de l'évolution, euh, plus son spectre de vibrations thérapeutiques est grand. Et par exemple, la simple fougère, qui est très ancienne, la fougère, elle a 400-500 millions d'années, eh bien, elle a beaucoup plus de capacité thérapeutique que, ben, par exemple, nos céréales qui n'ont même pas 100 millions d'années. Euh, et donc,
un jour, on les appelle depuis un haras en Suisse où deux chevaux étaient très malades. Un vieux cheval et une jeune jument qu'on allait devoir euthanasier parce qu'ils étaient euh, inguérissables et on ne pouvait même pas les approcher. Et donc l'éleveur ou plutôt l'entraîneur du haras était un peu désespéré parce qu'il allait falloir les tuer. Et en dernier recours, il entend parler des musiniéristes, il les fait venir et alors là c'est étonnant parce que là, il n'y a pas de protéines dont il faudrait décoder les vibrations. Non, là, il décide de faire du direct. du- un- un- il, dé- il décide de mettre une fougère dans le box de chacun des chevaux de simplement mettre, alors ça c'est assez simple, ça ne demande pas des calculs compliqués, on met deux électrodes, une sur une tige et une sur une racine, hop, 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 ça fait, on attrape l'électricité de la plante et et on met un petit synthétiseur et ça va faire une musique. Et on ne sait pas quelle musique, on ne sait pas. Eh bien, écoute, ça paraît fou, mais il donne toutes les références, hein. On peut aller voir cet éleveur parce qu'après, ça a tellement bien marché que maintenant il soigne tous ses chevaux comme ça. Euh, en, 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 en un mois, la jeune jument qui avait des douleurs de ventre épouvantables qu'aucun vétérinaire ne parvenait à soigner, la jeune jument était carrément sortie d'affaire. Le vieux C'est un champion problème qui de avait, pied, lui, hein. oui, c'était une phlébite, un pied qui- il a, on a pu ne pas l'euthanasier, c'est-à-dire qu'il a pu commencer à poser son postérieur arrière, son postérieur droit arrière au sol et il a pu comme ça finir sa vie dans un pré tranquillement. Voilà. Et ce que ça suppose, c'est une hypothèse, mais on ne voit pas quelle autre hypothèse trouver. Ça signifie que là, la plante est entrée en résonance avec le cheval. Chaque, Chacune des deux fougères est entrée en résonance avec son cheval et lui a envoyé quelque chose qui lui a fait du bien. Il faut absolument multiplier les recherches, bien sûr. Il faut, mais c'est complètement fou. Ça signifie donc qu'il y aurait donc une résonance. Et ça, ce mot, je trouve qu'il est très important. La résonance entre la plante et l'animal et une résonance qui est thérapeutique et on pourrait quasiment dire altruiste. Enfin, je veux dire, il y a une résonance sympathique, il y a une sympathie, il y a, et, et bon, je te dis résonance parce que ça me fait penser à ce philosophe allemand, tu sais, Hartmut Rosa, qui, qui avait fait un premier livre qui avait eu beaucoup de succès, qui s'appelait Accélération, il y a une quinzaine d'années, qui disait, euh, qui disait que le gros problème de notre époque, euh, euh, oui, de notre époque, de la modernité en général, mais en particulier depuis quelques décennies, c'est que nous sommes en accélération. Donc son livre s'appelait Accélération, il disait, attention, ça va de plus en plus vite, quelque part ça fait peur et en même temps, quelque part, on en est content, parce que si je te dis que ton, 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 ton smartphone va maintenant avoir une mémoire de je ne sais combien de millions de kilo-octets, tu vas dire formidable, je vais pouvoir aujourd'hui, dans nos téléphones, nous avons tout, n'est-ce pas? Et ça va de plus en plus vite. Et Hartmut Rosa, professeur de philosophie en Allemagne, dit c'est notre folie, c'est notre folie, il faut absolument arrêter, mais c'est très difficile parce que ça te relie à ce qu'on appelle la croissance en économie. Et, et ceux qui prônent la décroissance sont voués aux gémonies parce qu'on dit non, mais c'est complètement fou, vous voulez mettre tout le monde au chômage? Non, non, il faut de la croissance, il faut que ça aille de plus en plus vite. Ça, c'est le problème. Et la solution suggérée par Hartmut Rosa, et ça
peut nous relier au peuple premier, il dit, il faut absolument que nous entrions de nouveau en résonance avec le monde. En résonance. Nous ne sommes pas en résonance, nous ne sommes plus en résonance, nous n'entendons plus. Et, et, euh, et là, l'histoire de la fougère et du cheval, ils sont entrés en résonance. Euh, mon, a- mon amie Isabelle Sorante, qui a fait l'expérience terrible pour écrire un roman, d'être acceptée dans un élevage industriel de cochons, où il y a des milliers de truies enfermées dans des cages en fer, qu'on insémine avec du sperme qu'on est allé chercher chez le Vera, et on lui insémine avec une sorte de seringue en métal. On, on- on- on la féconde comme ça artificiellement, et elle a voulu faire l'expérience jusqu'au bout. Elle est allée jusqu'à faire ça. Et, et elle raconte, ça aussi c'est une petite partie de mon livre, elle dit qu'à un moment donné, la truie à qui elle a fait ça, la truie qui est prisonnière, qui ne sortira jamais de cette Oui, cage de c'est fer de très toute sa émouvant vie, ce que dit la truie. la truie la regarde, et elle, ce qu'elle ressent, Isabelle Sorante, quand la truie la regarde avec ses grands cils, elle a des très beaux yeux, et ce que lui dit la truie, euh, ah, euh, c'est Oui, c'est prends qu'il garde, y est, c'est prends qu'il y garde est, à toi, ma pauvre fille folle. Elle, oui. elle lui dit, tu es ma fille et tu es folle. Et c'est l'humanité qu'elle regarde. Et, euh, et ce qu'elle ressent à ce moment-là, Isabelle, elle me dit, à un moment donné, elle est sortie, elle sort, elle a un truc de cosmonaute, parce que ces élevages industriels, il faut surtout pas qu'il y ait un microbe, surtout pas un virus, parce que ça serait une catastrophe. Donc, ils sont comme des cosmonautes, ils ont des costumes blancs impeccables, il faut évidemment, on est douché de produits désinfectants, etc. Et à un moment donné, elle s'en va, et toutes les truies se tournent vers elle en même temps et se mettent à crier. Et, et elle, ce qu'elle a eu l'impression de ressentir, c'était ne perds pas. C'est pas simplement alerte, alerte, alerte le monde pour dire comment on nous traite, mais c'est vous les humains, ne perdez pas la magie de sympathie, la magie, cette résonance, cette résonance. Et euh, c'est ce que disent les peuples premiers. C'est Ce comme tu as passage, c'est pour moi un des plus durs émotionnellement de tout ton ouvrage, hein. Là, l'émotion, elle monte, hein, quand on lit ce passage avec les truies. oui. C'est dur, hein. Oui, oui, c'est dur. Et on se dit, non, non, moi, je participe pas à ça. Puis en réalité, plus ou moins, on y participe tous. Je suis invité chez des amis, il y a du jambon, il y a des petits, il y a un petit cocktail, et puis je vais avaler. Si, je vais manger de cette truie, je vais en manger. Enfin, sauf si je suis très, 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 très rigoureux, ce que je ne suis pas forcément. Et c'est ce que nous disent les peuples premiers. Parce que comme tu as remarqué, il y a un peuple premier que je suis, Les en Kogi, oui. particulier. C'est les Kogi de Colombie, parce que le hasard a voulu que je sois l'éditeur de Éric Julien, qui, qui aide les Indiens Kogi de Colombie à se racheter des terres pour redescendre un peu des montagnes où ils s'étaient montés se protéger. Et, et, euh, Et chaque fois, c'est un peu la même chose, ce que disent les Kogis, qui représentent un peu, quelque part, nos ancêtres lointains, quoi. Parce qu'ils vivent comme nos ancêtres vivaient il y a, il y a, il y a, il y a, il y a 5000 ans, 6000 ans, même plus, et qui nous disent, qui nous appellent les petits frères, à qui ils tirent leur chapeau, en disant, parce que quand Eric en fait venir quelques-uns, fait venir quelques chamans Kogi, des mamous, il les fait venir en Europe pour rencontrer des scientifiques de chez nous qui acceptent. Il y a des dialogues tout à fait intéressants, et qui disent, alors un avion quand même, ça c'est quand même extraordinaire. Un ordinateur, qu'est-ce que c'est? Enfin, vraiment, vous êtes très très fort, mais nous nous faisons du souci pour vous.
parce que visiblement, vous n'entendez plus. Et ça, pour moi, c'est la résonance dont parle Hartmut Rosa. Il faut que nous entrions de nouveau en résonance avec le monde, avec la nature, avec enfin, l'histoire enfin, il y a plusieurs histoires, mais il y en a une que je raconte toujours qui est rapportée par Laurens van der Post, est un écrivain sud-africain qui, euh, qui passe quelque temps avec des Bushmen, un peuple racine dans le désert de Kalahari, et qui ne le croit pas quand la nuit, il prétend qu'il n'entend pas les étoiles. Et eux s'imaginent qu'il les fait marcher, que c'est une blague. Et quand ils s'aperçoivent au bout de quelques jours que non, non, le mec n'entend pas, il n'entend pas, ils le plaignent beaucoup en disant, mais oh, le pauvre, il est handicapé, il n'entend plus. Et c'est exactement ce que disent les Kogis et ce que disent bah, tous les peuples, tous les peuples qui sont restés en contact étroit avec le cosmos. Et comment faire pour réapprendre? Parce que c'est pas évident. Moi, j'entends les oiseaux. Comme beaucoup de gens, j'adore. J'ai une application maintenant sur mon téléphone euh, pour savoir quelle sorte d'oiseau c'est, etc. Mais je crois que c'est pas de ça qu'il parle. Il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond Profond, oui. euh, qui a un rapport avec notre indisponibilité. Et je me sens très visé parce que moi, quand même, très journaliste occidental, intéressé par plein de trucs. Alors je cours à droite, à gauche, j'ai jamais le temps. Et, et ce que dit Hartmut Rosa, qui est un bon interprète, je trouve, de ces questions-là, qui dit, il faut se rendre de nouveau indisponible. Le titre de son dernier livre, je crois que c'est son dernier livre, c'est Rendre le monde indisponible. Donc, euh, effectivement, tu me proposes, tu me proposes de venir à une rencontre à, euh, à Liège ou ailleurs, mais je cours parce que À ça me Paris, c'est à Paris le 31 janvier 2026. voilà, à 31 janvier 2026. Et ben oui, oui, je suis disponible. Là, en l'occurrence, c'est très bien d'être disponible, mais on est. euh, la critique, évidemment, de Hartmut Rosa vise beaucoup plus enfin, ce en quoi nous sommes favorables à l'accélération de tout. Nous sommes disponibles, nous sommes OK, et que ceux qui, comme un peu les hippies de quand moi j'avais 20 ans, quelque part, les hippies étaient un peu sur la bonne voie. Ça n'a pas duré longtemps, enfin, suivant les pays. Ça a duré un peu plus longtemps dans les pays germaniques, par exemple, que dans les pays français, que dans les pays oui, plus en Allemagne, disons qu'en France. Mais enfin bon, ça s'est quand même vite arrêté. Et on est passé après les hippies, on est passé au punk, après au new wave. Et j'ai pas forcément, je suis pas forcément pessimiste. Là, moi, tu m'appelles, je suis dans la campagne du Limousin et je vois les jeunes générations, qui sont les générations de mes enfants et de mes petits-enfants. Maintenant, ça commence parce que j'ai ma petite fille de 20 ans qui est complètement là-dedans, l'aîné de mes petits-enfants. Et je crois enfin, ils sont pas OK pour tout. Mais c'est pas forcément désespéré. Et d'ailleurs, comme disent les Kogis, il faut certainement pas prononcer des paroles négatives, sinon elles risquent de se réaliser. Ouais, 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 Tu ouais, en ouais. parles dans ton livre. Oui, 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 c'est pour ça quand ils disent nous faisons un peu de soucis pour vous, les petits frères, parce que des nuages noirs très lourds s'annoncent à l'horizon et vous ne semblez pas les. Enfin, si, vous les voyez, on vous revient, vous avez peur de l'avenir, mais vous n'entendez pas ce que vous dit la nature. Et euh, là, il y a une autre partie de l'enquête. Alors, celle-là que je mène depuis des décennies,
c'est le contact avec les dauphins, les Et c'est ce baleines, que tout j'allais ça, te demander de parler maintenant et de, 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 de de conclure Denis peut-être un peu avec aussi ça. et Euh, de Frédéric Pichard, si tu pouvais nous parler de ça. Frédéric, quand je l'ai connue, elle vivait en Sologne, donc grande forêt au sud d'Orléans, et son ami euh, Desbrosses, son ami Desbrosses m'avait dit, c'est la femme dauphin. Alors je dis, ah bon, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben, tu vas voir. Et effectivement, j'étais avec eux quelque temps, et quelquefois, elle avait tout d'un coup un message, elle recevait par télépathie, on pourrait dire, elle recevait, elle- un message d'un dauphin particulier, un dauphin ambassadeur. Tu sais, les dauphins ambassadeurs, ce sont ces dauphins qui vivent solitaires le long des côtes et qui semblent rechercher, pour des raisons qui seraient trop longues de discuter, qui semblent rechercher le contact avec des humains. Et elle avait elle avait eu un contact particulier avec un dauphin qui s'appelle Donny, mais les dauphins ambassadeurs voyagent beaucoup le long des côtes et en Angleterre, le même, on l'appelle Randy, donc Randy Donny, mais en France, on l'appelle Donny quand il apparaît quelque part dans un port. Et elle avait un rapport très, 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 très privilégié avec lui, euh, ce qui étonne tout le monde. Et le livre de Frédéric Pichard sur les dauphins ambassadeurs a été suivi par des gens comme Cyrulnik. Edgar Morin a fait la postface. C'est c'est pas une dingue du tout, mais quand elle entendait Donny, elle savait que Donny l'attendait quelque part à un moment donné. Et elle prenait sa voiture, et il y a combien entre Orléans et l'océan, il y a combien 250 kilomètres. Elle, elle parcourait cette distance et il était là. Et il était là, c'était complètement dingue. Et une relation absolument unique dans son genre, c'est noué entre eux deux. Il faut dire qu'elle y va, quel que soit le temps. Il peut faire froid et pleuvoir, elle met une combinaison et hop, elle fonce à l'eau et elle nage avec ce dauphin. Elle danse avec lui, elle danse. Elle, elle, quand elle est fatiguée, le dauphin le sent et alors il se met sur le dos. Et elle s'allonge, elle, aussi sur le dos, sur lui, sur son ventre, et il la soutient comme ça un petit peu. Et quand tu vois ça, t'es complètement, complètement ahuri. Et moi, ça m'a rappelé, parce que moi, comme je faisais des recherches dans ce domaine-là depuis longtemps, ça m'a rappelé plein de choses que j'avais entendu dire euh, en Amérique, en particulier en Californie. Il y avait eu un grand, grand rassemblement de gens s'intéressant à tout ça. C'était il y a déjà, c'était en 84, oui, 84. Et très souvent, il y avait ces télépathies, je dirais peut-être plus, alors je ne veux pas être traité de sexisme, mais peut-être plus avec des femmes qu'avec des hommes. Et c'était peut-être plus des femmes qui étaient sensibles. Ça arrivait par des rêves éventuellement, par des rêves, ou comme ça, dans le cas de Frédéric Pichard, elle, elle est persuadée, alors il peut y avoir une marge d'erreur, mais en général, quand elle sait où il est sur la côte, elle s'y rend, il est là. Et c'est très très fou, c'est très très fou. Et alors, ce que des gens comme elle euh, disent, c'est que ce qu'elle reçoit comme information, alors là, on peut dire qu'elle, elle entend. Mettez-vous, vous n'entendez pas la nature. Ben, oui, là, elle entend. Et moi, je sais que quand j'avais écrit mon livre sur les dauphins qui s'appelait Le cinquième rêve, Cinquième rêve, oui. euh, ce qui m'était venu enfin, comme idée évidente, c'était que si nous n'entendons pas les dauphins, alors là, nous n'entendons plus rien, parce ils sont beaux, ils sont prodigieux, on ne peut pas faire plus.
euh, plus altruiste d'une certaine façon et, et plus performants, parce que euh, dans leur genre dans le milieu aquatique, ils sont, euh, ils sont l'extrême, ils sont l'aboutissement de la chaîne alimentaire. Enfin, c'est-à-dire voilà, enfin bon, bref. Donc, euh, donc Frédéric Pichard, je conseille ses vidéos, ses livres. Là, je crois qu'elle en écrit un nouveau. Le Dauphin ambassadeur, c'était un très beau livre, un grand livre comme ça, avec beaucoup de photos. Mais pour tous ceux que la question intéresse, elle est une bonne représentante bah, du genre humain, disons, auprès des mammifères de la mer. Tu racontes aussi beaucoup d'autres histoires extraordinaires avec d'autres animaux, mais il faut aussi laisser quelques surprises au lecteur qu'il ait envie de lire ton livre. Peut-être pour clôturer, parle-nous de la musique qui est quand même un des fils rouges de ton livre. Oui, oui, oui. Alors, le tout premier à m'avoir mis sur cette piste, c'est le physicien quantique dont je parlais tout à l'heure, David Bohm. Et ça m'avait beaucoup étonné parce que là, je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout. C'était en 1982 et qu'il m'avait dit, si vous voulez, bon, vous ne connaissez pas les mathématiques de la mécanique quantique, c'est très complexe. Donc, mais je peux vous dire que ce à quoi nous aboutissons, nous, alors il était physicien, mais il était aussi devenu un peu philosophe, en particulier de par sa fréquentation avec Krishnamurti. Ce à quoi nous aboutissons, c'est quelque chose que vous pouvez appréhender par un autre moyen que les mathématiques, et c'est la musique, c'est l'émotion musicale. Et je ne comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire, et il me dit, euh, si vous... La prochaine fois qu'une musique créera en vous une émotion, concentrez-vous bien et rendez-vous compte que le passé, le présent et le futur de sa mélodie se télescopent en un seul point. C'est ça qui vous émeut. C'est ce télescopage transtemporel qu'une musique peut provoquer. Eh bien, concentrez-vous bien. C'est à cela que nous aboutissons, nous, par les mathématiques. Et c'est très troublant parce que ça donnerait à penser que au fin fond de la matière, il y a quelque chose qui ressemble à la conscience. Bon, moi j'avais mis un bon moment à essayer de comprendre ce que ça voulait dire, mais je ne me rendais pas compte que j'allais tomber sur la musique en permanence tout au long de mon enquête, parce que là, je parlais des cétacés, des dauphins, et celui qui m'avait énormément appris là-dessus, c'est mon ami le musicien Jim Nolman, qui a joué avec toutes sortes d'animaux, mais le sommet de toute sa carrière, ça a été de jouer avec des orques, qui, en quelque sorte, s'alignent sur la même octave que lui. Je ne suis pas musicien, donc j'utilise des termes peut-être inappropriés, mais en gros, il faisait une sorte de jazz avec les orques. Et, mais ensuite, avec les plantes, je tombe sur la musique aussi. Et finalement, la musique, je l'ai retrouvée un peu tout le long. Je l'ai retrouvée tout le long comme si, effectivement, David Bohm n'avait pas tort de dire, mais au fin fond du réel, il y a quelque chose qui ressemble à la musique. Et, et quand j'en ai parlé, cette fois-ci non plus avec des scientifiques ou des expérimentateurs euh, euh, sur des terrains divers et variés, quand j'en ai parlé avec des enseignants spirituels, que ce soit bouddhistes, juifs, chrétiens, musulmans, euh, ils ont eu tendance, et c'est comme ça que se termine mon livre, à me dire, mais tu as raison, finalement ce sont autant de musiques différentes, mais remarque bien, et ça,
j'en avais pas complètement conscience. Oui, remarque bien que les, les grands mélomanes et les grands musiciens, et puis les grands, oui, tous ceux qui connaissent la musique et qui l'apprécient, euh, peuvent mesurer la beauté d'une musique à la densité du silence qui sépare les notes, aussi bien de la part de celui qui a écrit cette musique que de la part de celui qui l'interprète. Les silences, le silence. Et euh, plusieurs ont évoqué des moments que j'ai pu connaître en disant, mais est-ce que tu n'as pas remarqué que quand tu sors d'un très beau concert, on reste dans le silence. Si c'est vraiment un très très beau concert, on n'a pas envie de bavarder. On reste, on a envie de garder quelque chose du concert et ce quelque chose va s'exprimer par un silence. Et alors celui qui l'exprime après le plus explicitement, c'est le théologien Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup qui me dit, mais tous les états de conscience dont tu nous parles, émane de quelque chose dont on ne peut pas parler. Et Pierre-Henri Salfati, qui est un connaisseur de la Kabbale, m'a dit exactement la même chose. Euh, tous ces états de conscience, en fait, émanent de la conscience, celle que les scientifiques, dont les scientifiques ne veulent pas admettre que ça existe. Mais peut-être sont-ils sages parce que c'est quelque chose qui leur échapperait de toute façon, puisqu'on ne peut rien en dire, puisque c'est le silence. Et Et là, j'ai retrouvé quelque chose dont on a forcément parlé quand quand on a échangé, toi et moi, autour des expériences de mort imminente, et où je te disais que j'étais très frappé par le fait que beaucoup de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, quand elles t'en parlent la première fois, te disent, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire ce que j'ai vécu, strictement pas de mots, et que très rarement, elles s'en tiennent là. Une fois, c'est arrivé qu'un psychanalyste qui avait vécu une EMI, bah, il s'est tu parce qu'il m'a dit il n'y a pas de mots. Et puis lui, il voulait être cohérent. Donc, comme il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de mots. Et donc, il m'a rien dit. Alors que la plupart des gens, N'arrête pas euh, d'en parler après. ouais. Et après, il y a des journalistes bavards comme moi qui viennent enregistrer ça, qui en font des bouquins, des articles, et puis on se met à en parler. Et c'est pas mal d'en parler. Euh, c'est pas que c'est Mais il faut bien se rendre compte qu'on parle de quelque chose dont on ne peut pas parler. Donc, c'est assez intéressant. Et pour moi, c'est comme tous ces états de conscience qui peut-être sortent d'un silence euh, absolu, d'un silence absolu. Et ben, là, il faut peut-être que je me taise. Et donc, c'est un petit peu la réponse que tu donnes à cette question que David Chalmers appelle la difficile question de la conscience. C'est que ce serait le silence. Ben, écoute, oui, Chalmers, ça c'est sûr qu'il y a, il est, partout on le cite, the difficult problem. Oh, ouais, problème Le- difficile de la conscience. Oui, peut-être que c'est précisément ça et que là, il faut beaucoup de modestie de la part de gens qui, en principe, sont censés tout expliquer. Mais voilà, là, on retrouve la phénoménologie de Husserl exprimée par Michel Bitbol qui dit non, on ne peut pas tout exprimer. À un moment donné, il faut se contenter d'écouter et, et sans conclure. Et ça, on a du mal. On a beaucoup de mal, oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour clôturer l'entretien? Bah, écoute, te remercier, te dire que euh, pour moi, euh, tout ça m'arrive de façon très étonnante. Je veux dire, depuis le début de mon métier de journaliste,
je, je suis intéressé par des choses, mais je ne sais pas du tout, je ne programme rien, ça m'arrive comme ça. J'ai pu me retrouver en Russie alors que je parlais pas russe et puis d'y rencontrer, tu vois, Edgar Mitchell qui revenait de la Lune, enfin, qui était revenu de la Lune depuis déjà, il était revenu de la Lune depuis déjà une douzaine d'années, les Russes, là. Et donc, euh, moi, je remercie. Je remercie, je sais pas quoi, les anges gardiens ou je sais pas quoi, le hasard très, très étrange et qui, qui me conduit. La seule chose, bah oui, voilà, c'est ça que je pourrais peut-être dire, la chose la seule chose sur laquelle je pourrais avoir un pouvoir, ça serait de dire non. Ça serait de dire non, de bloquer quand tout d'un coup je suis appelé vers un endroit dont j'ai pas idée et- et qui va me réserver souvent de très très bonnes surprises, je pourrais dire non. Et alors à ce moment-là, ne pas y aller. Je conseille à ceux qui nous écoutent, surtout s'ils sont plus jeunes, de dire oui. De dire oui, mais même si, parce que moi, mes camarades, quand j'étais au journal actuel, c'était plutôt les adorateurs du non, euh, au sens euh, où on a pu écrire que, je ne sais pas, le général de Gaulle est l'homme qui a dit non. Il a dit non à la tyrannie, il a dit non. euh, et quelqu'un que j'aimais bien, qui était un ami qui s'appelait André Glucksmann, me disait le oui, il se méfiait du oui, parce que le oui conduit à des utopies, et les utopies, elles conduisent à des totalitarismes. Et donc, il faut simplement dire non au mal, non à la souffrance, et puis voilà, s'arrêter là. Et je comprends, mais si je m'étais contenté de dire non, je sais pas, je serais passé à côté de beaucoup de choses. Et donc, pour moi, oui, ben, je vais te dire, pour moi, oui, ça a remplacé Dieu. Tu vois, enfin, Dieu, pour moi, est un mot insupportable. Il y a longtemps, longtemps, longtemps que je peux pas. D'abord, c'est un mot masculin. Pourquoi juste masculin? Alors oui, il y a Dieu et sa création, mais non, mais ça marche pas. Et par contre, oui, oui, j'aime beaucoup parce que, alors en français, en tous les cas, oui est un mot masculin. On dit, tu vois, donnez-moi un grand oui. Mais en même temps, il est fondamentalement féminin. Donc, il est masculin et féminin. Et ça n'est pas une personne, c'est pas un barbu quelque part dans un nuage, mais c'est très habité. On peut pas dire que oui soit impersonnel, c'est pas. Donc voilà. Alors on dit oui. Merci. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté à nouveau d'être sur Résilience Psy. J'espère que on se reverra pour ton prochain bouquin. Merci beaucoup, Evelyne. À bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés aussi. Et si vous avez apprécié cette interview, pensez à le partager et aussi à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Et à bientôt pour d'autres aventures.